Alors, on va ouvrir les micros du public à distance. Si jamais certains auditeurs à distance souhaitent intervenir, qu'ils le fassent savoir dans le chat, et puis on leur donnera la parole. Et peut-être en attendant, je regarde davantage la salle, et je suis prêt à me lever pour aller donner le micro à ceux d'entre vous qui souhaitent interroger Christophe Charles. Alors, oui, mais c'est pour ceux qui sont à distance. C'est important que ce soit dans le micro pour qu'ils puissent t'entendre. Merci beaucoup, Guylaine Stern, enseignante à l'IUT de Sceaux, donc formations qui ont été créées, professionnalisantes en 1969. Merci mille fois pour cette conférence, j'ai appris beaucoup. J'aurais voulu vous interroger un peu plus sur les droits d'inscription. Vous avez évoqué à de nombreuses reprises finalement que ce soit en Angleterre, que j'ai cru comprendre également en Allemagne, mais je ne suis pas certaine de ça, aux États-Unis, que finalement les universités avaient trouvé une forme d'autonomie grâce à ces ressources via les droits d'inscription. Et en France aujourd'hui, les universités publiques alors Paris 1 n'est pas tout à fait là-dessus, mais elles sont plutôt contre une explosion des droits d'inscription à la charge des étudiants. Est-ce que là-dessus, vous avez des éléments différents? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est une piste de réflexion à mener en France? Est-ce qu'il faut libérer les droits d'inscription c'est une espèce de serpent de mer. Régulièrement, il y a des économistes qui expliquent que ça serait un meilleur système que le système actuel, et qui prennent exemple justement sur ce qui s'est passé dans d'autres pays, parce que voilà. Et malheureusement, étant donné la situation, comme vous le savez, du budget français en ce moment, je pense que ces idées-là vont revenir sur le tapis. Alors, le problème, il est double. D'une part, il y a, il y a eu des tentatives aussi, vous le savez, du côté des étudiants étrangers, là, avec ce qu'on appelait Bienvenue en France, qui était quand même une drôle de slogan pour demander aux gens de payer plus cher. Non, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que la France a des systèmes parallèles. Vous avez d'une part des endroits où on paye. Il y a beaucoup d'écoles privées. Il y a un enseignement supérieur privé assez coûteux et qui représente quand même presque 25 à 30% des effectifs. Donc, c'est pas du tout marginal. Vous avez un système public universitaire classique où les droits sont encore assez modérés, même si tendanciellement, dans certaines formations très spécifiques, on les fait monter pour justifier parce que voilà, il y a un encadrement plus fort, et ainsi de suite. Et puis il y a le troisième secteur des écoles, où vous avez tantôt des écoles vraiment complètement peu coûteuses, financées essentiellement par le contribuable, et puis d'autres mixtes, où il y a aussi une contribution plus substantielle. Donc déjà, on a un système éclaté. Alors, est-ce qu'on fait un système qui unifie tout? Est-ce qu'on fait un système de compensation? Ça, c'est des questions qu'on ne pose jamais. On parle toujours uniquement d'un des secteurs, sans justifier pourquoi il y aurait des endroits où on payerait très cher, des endroits moins chers, des endroits pas du tout chers. C'est pas du tout. Je trouve qu'il y a une absence de logique qui montre bien l'éclatement du système. Et je pense qu'on ne pourra faire accepter une augmentation que s'il y a un système unifié. Je veux dire, c'est comme aujourd'hui, quand vous avez des départements qui ont moins d'argent et d'autres plus, il y a un système de péréquation. Moi, je pense que, mais évidemment, là, ça suppose que les institutions se mettent d'accord. Ça, c'est la chose du monde la plus difficile. Mais dire on va augmenter systématiquement tel ou tel et pas les autres, moi, je trouve que ça pourrait pas. Politiquement, je trouve que c'est pas justifié. On est tous citoyens du même pays, on est tous contribuables en principe du même pays. Il devrait y avoir un système unificateur. Il n'y a pas de raison qu'il y ait ces écarts de plus en plus. Deuxième point, même dans les pays où on a
fait ces politiques, ça n'a pas réglé les problèmes complètement. D'une part, parce qu'il a fallu quand même créer, pour pas être totalement dans l'inégalité totale, des systèmes de compensation en fonction des ressources des parents. Donc ça n'efface pas complètement le problème des coûts. Et d'autre part, il y a l'autre système qui est le système des prêts. Donc ce système des prêts, c'est ce qu'on a beaucoup tenté en Grande-Bretagne. C'est très bien si on a un espoir que l'économie sera merveilleuse dans 5 ans, dans 10 ans, et que éternellement les gens vont gagner des salaires supérieurs à ce qu'ils gagnaient parce qu'ils ont par rapport à ceux qui n'ont pas fait d'études. Ça, c'est quand même un pari. Et aux États-Unis, ça ne se vérifie pas parce qu'il y a beaucoup de secteurs où les salaires n'ont pas augmenté suffisamment pour pouvoir payer les prêts qu'ont contractés ces étudiants. Donc, ça peut être une solution, mais ça n'est pas la solution miracle. Donc je pense qu'il faut bien réfléchir à ça et justement tirer les enseignements des autres pays qui ont déjà tenté les choses au lieu de refaire les mêmes bêtises, ou en tout cas de se heurter aux mêmes problèmes à court terme que ceux auxquels ils se heurtent. Donc il n'y a pas, à mon avis, de solution miracle. Le problème, c'est que les études supérieures coûtent de plus en plus cher parce qu'il y a de plus en plus d'universités, il y a de plus en plus de matériel, il y a de plus en plus de coûts fixes parce qu'on a des systèmes extrêmement éclatés. Donc on n'arrivera pas à effacer le problème uniquement par un système de droit. Enfin, moi, je pense que au 19e siècle, ça pouvait aller parce que c'était quoi une université? C'était une salle avec un professeur, point. C'était tout. Il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, il y a des laboratoires, il y a des équipements électroniques, il y a des tas de choses qui coûtent cher. Donc, et encore, vous montrez cette salle qui a un coût très marginal. Oui, mais quand vous avez des cyclotrons, quand vous avez des systèmes d'informatique complexes, tout ça coûte cher. Alors, peut-être pour compléter la réponse, on aura un thème après l'été sur le financement de l'université. Et pour avoir... Alors, je vais simplement rendre compte de quelques lectures que j'ai pu avoir, notamment de quelqu'un qui était chez nous à Saclay, de Hugo Harari Kermadec, qui est professeur à Orléans aujourd'hui, qui s'intéresse au financement de l'enseignement supérieur. Et alors, de mémoire, effectivement, l'examen un peu attentif de ce qui se passe à l'étranger montre que c'est parfois la fausse bonne solution. D'abord parce qu'avec ce système de prêt étudiant, l'État arrive en garantie et qu'il y a des études qui montrent que c'est à partir d'un certain taux de non-remboursement par les familles de ce prêt, l'État qui garantit le remboursement, ça finit par lui coûter plus cher que de financer directement l'université sans passer par l'augmentation des frais étudiants. Donc ce qui paraît pouvoir désengager l'État financièrement peut finalement coûter beaucoup plus cher aux contribuables dans un système de prêt garanti au-delà d'un certain taux de défaut de remboursement. Le second point, c'est que je crois qu'on a montré aussi que dans certaines hypothèses, ça ne résout pas forcément les difficultés financières des établissements parce que pour attirer les étudiants et les droits d'inscription qui vont avec, les établissements développent des outils de communication qui coûtent cher, des outils marketing qui coûtent cher, et donc ils ont des postes de budget qui augmentent considérablement sur la partie communication pour pouvoir attirer des financements supplémentaires. Donc on attire des financements qui, au lieu d'aller, alors pas exclusivement, mais qui, au lieu d'aller pleinement dans la formation ou la recherche, vont beaucoup aussi dans le développement de la com et du marketing. Et puis, dernière chose qu'on peut signaler, c'est qu'à partir du moment où on est dans un système où l'étudiant paye pour ses études, il va évidemment avoir tendance, pour se garantir un remboursement, à aller vers des études qui rapportent de l'argent. Et par conséquent, ça a une influence énorme sur l'offre de formation. Et quantité de filières scientifiques peuvent être délaissées parce que l'étudiant ne serait pas en capacité de rembourser en s'engageant dans des filières qui ne rapportent pas. Alors même que ces filières l'intéresseraient davantage, mais pris à la gorge qu'il est par le prêt étudiant, il va se désintéresser de ce qu'il souhaite pour faire quelque chose qu'il ne souhaite pas mais qui rapporte. Donc il faut avoir toute une série de choses en tête, mais je pense qu'on reviendra largement dessus lorsqu'on parlera du financement des universités. Maxime a une question. Merci, monsieur Barbeau. Monsieur le professeur, bonsoir. Maxime Bigal, je suis doctorant au sein de l'IDEP.
justement en droit français et droit allemand. Et je suis rattaché aussi au titre de l'Allemagne à l'université de Potsdam. Et j'avais 2 petites questions en fait pour vous. Déjà, merci beaucoup pour cette conférence où j'ai pu apprendre énormément de choses, notamment sur ce système post-révolutionnaire que j'ignorais complètement. Donc merci monsieur. J'avais 2 petites questions. La première porte plutôt sur la relation entre les États et la recherche. Et puisque nous parlons de l'université de maintenant et de l'université de demain, et aussi de l'université d'hier, ma question est très simple, comment on peut, selon vous, expliquer que la recherche en France, notamment en droit, dure beaucoup plus longtemps que dans les autres domaines, et puis surtout demande un investissement beaucoup plus considérable d'un point de vue de rendu. C'est-à-dire quand on regarde les thèses qui peuvent être rédigées en Allemagne, ce sont des thèses qui seront beaucoup plus courtes en termes de durée, mais aussi de longueur, et surtout d'approfondissement de la notion, avec des thèses qui seront beaucoup moins... en tout cas des travaux universitaires qui seront beaucoup moins dans la doctrine et le doctrinal que plus dans le côté pratique. Alors que la France, nous sommes restés vraiment dans un système avec des thèses qui durent longtemps, des domaines de recherche, des exercices de recherche qui durent longtemps, qui sont très approfondis, notamment en matière doctrinale. Ça, c'est ma première question. Voilà, vous m'avez tiré sur un terrain que je connais très mal, parce que je connais surtout les thèses dans mes domaines à moi, mais c'est un peu la même chose. Enfin, je veux dire, c'est vrai que... mais j'avais pas conscience qu'il y avait ce décalage entre les études juridiques allemandes et les études juridiques françaises, parce que moi, en ce qui concerne les thèses allemandes dans les domaines que je connais, je ne vois pas beaucoup de différence en termes de longueur et de style d'exercice. Donc c'est vraiment une spécificité du droit, parce que mon hypothèse, c'est effectivement peut-être que les juristes français veulent imiter les autres disciplines françaises, où effectivement les thèses sont des gros pavés qu'on met beaucoup de temps à faire, et que du coup, mais en tout cas, moi je vois pas ça du tout dans les disciplines homologues, en histoire, en sociologie, en Allemagne. Je vois pas du tout que les thèses sont beaucoup plus légères ou beaucoup moins. Donc c'est vraiment très spécifique de votre domaine, j'ai l'impression. Alors c'est peut-être lié aussi au fait que en Allemagne, la profession juridique n'est pas organisée de la même façon, que la thèse est peut-être moins essentielle pour y accéder, parce qu'il y a d'autres types d'agrégation au corps des juristes, l'examen d'État, etc., qui n'a pas d'équivalent en France. Et du coup, peut-être que la thèse est secondaire par rapport à ces examens d'État. C'est ça la vraie différence que je vois. Parce qu'en ce qui concerne les thèses dans les autres disciplines que je peux connaître entre la France et l'Allemagne, on est exactement sur ces mêmes modèles de thèses assez substantielles et qu'on met beaucoup d'années à faire. Donc je pense que c'est vraiment une des spécificités de l'organisation des études juridiques et des professions juridiques du côté allemand par rapport à la France. C'est mon hypothèse, hein, mais je n'ai pas une connaissance suffisante pour vous. Mais en tout cas, pour les autres thèses, je ne vois pas de différence entre la France et l'Allemagne. Donc c'est particulier. Merci, monsieur le professeur. Oui, effectivement, vous avez raison. L'accès aux professions juridiques est complètement différent avec la France. Et le titre de docteur est surtout utilisé pour asseoir une certaine légitimité en Allemagne. Même être docteur en droit ou en économie, j'avais pu l'entendre de la part de juristes, que c'était l'équivalent de notre ENA pour accéder à des fonctions politiques. Ma deuxième question était concernée plutôt la relation entre secteur privé et secteur public. Quand on regarde avec et d'ailleurs même j'avais pu voir de nouveaux articles, un dernier article qui a été paru dans la revue de droit administratif, je crois, qu'il y a quelques mois, sur le fait de laisser la possibilité aux enseignants-chercheurs de pouvoir avoir une fonction dans le privé. Et quand on regarde, moi je voulais avoir votre avis, parce qu'on parle souvent de la rémunération en France des universitaires, comparée avec la rémunération des universitaires qui seraient en Grande-Bretagne. Et sauf erreur de ma part, j'avais pu lire que la rémunération en Angleterre des universitaires était volontairement très élevée dans le but qu'ils ne se consacrent qu'à la recherche. Je crois que le président d'Oxford peut gagner jusqu'à 100 000 livres par an. Oui, enfin, il n'y a qu'un président d'Oxford. Hein. Je ne vous ai pas entendu. Je dis, il n'y a qu'un seul président d'Oxford, donc je ne pense pas que ça puisse être un débouché suffisant pour la moyenne des... Non, c'est-à-dire le système, autant que je sache, ce qui est très différent entre la Grande-Bretagne et la France, c'est qu'il y a beaucoup moins de postes de professeurs. Alors,
Alors, ces gens peuvent être très bien payés, ça, d'accord. Mais au niveau moyen, disons, équivalent de reader et maître de conférence, etc., les salaires ne sont pas absolument mirifiques. Donc, je ne pense pas que c'est pour les détourner d'avoir des tentations. En plus, c'est un peu particulier au droit qu'on puisse avoir une profession parallèle en étant enseignant. Quand on est dans les disciplines comme la mienne, il y a assez peu de possibilités d'arrondir ses fins de mois avec des activités privées, enfin, sauf des gens qui font des conseils pour des films historiques. Bon, c'est quand même très ponctuel. Donc il y a une grande inégalité des disciplines par rapport à ce type de cumul d'emplois. Donc je ne pense pas que le système des rémunérations ait été pensé par rapport à ça entre les deux pays. Enfin, non, c'est plutôt qu'en Grande-Bretagne, la pyramide est beaucoup plus comme ça que chez nous, quoi. Nous, il y a moins de décalage entre professeurs, maîtres de conférences. Enfin, il y a plus de possibilités d'être promu professeur en France qu'en Grande-Bretagne. Du coup, quand votre carrière s'arrête au niveau maître de conférence, évidemment, vous n'avez pas non plus le salaire le plus élevé possible. Mais je ne sais pas si ça expliquerait qu'il y ait plus de gens qui aient des activités, qui puissent cumuler des... Enfin, en tout cas, je n'ai pas de connaissances suffisantes pour vous répondre là-dessus. Et en tout cas, à mon avis, ça ne concerne que certains types de disciplines et pas toutes. Donc, je sais au contraire qu'il y a beaucoup d'enseignants dans certaines universités britanniques se plaignent que leur niveau de vie s'est beaucoup dégradé par rapport à d'autres professions du privé, en fait. Merci, monsieur le professeur. Merci. Alors, question de Serge Édouard et puis de Pauline Abadi. Ouais, merci. Donc, Serge Édouard, je suis maître de conférence à la faculté des sciences d'Orsay, mais aussi je suis en gestion ici, donc je fais aussi un peu d'analyse comparée au sein même de notre université. Moi, j'avais deux petites remarques, deux petites questions. Vous savez qu'on a construit l'université Paris-Saclay en nous brandissant un terme, un étendard qui est il faut qu'on s'aligne sur le standard d'une université internationale, sans jamais nous avoir véritablement défini ce qu'était un standard d'une université internationale intensive en recherche. Donc, est-ce que, au terme de votre analyse et de votre connaissance des systèmes, vous pouvez nous assurer, par exemple, ou nous définir s'il y a véritablement un tel standard? Donc ça, c'était ma première question. Puis ma deuxième question apporte sur le fait que vous avez un peu tourné en rond sur un critère. Donc je vous interroge là-dessus. C'est sur la gouvernance, en fait, de ces universités dans ces différents modèles. On a entendu la notion de recteur élu, pas élu, des choses comme ça, mais vous n'êtes pas rentré dedans. Donc, non, je l'avais mis, mais j'ai oublié de le remettre. Voilà. Et donc, sans rentrer, s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes, notamment, vous savez qu'on nous reproche beaucoup au sein même du système universitaire français, avec les écoles et les universités, le fait que les universités sont trop démocratiques. On prend trop de temps dans nos instances à débattre et à prendre des décisions. Et donc, je voulais avoir votre regard là-dessus par rapport aux autres universités étrangères sur le côté démocratique, voire collégialité dans la prise de décision et l'évolution. Voilà. Merci. Bon, merci pour vos deux questions. Ce sont de vastes questions. Alors, oui, Bon, alors, qu'est-ce que les gens ont dans la tête quand ils brandissent ce slogan d'université internationale? Je pense qu'en fait, ils se fient au classement dit de Shanghai, c'est-à-dire pour eux, il faudrait ressembler à Harvard, il faudrait ressembler à Princeton, il faudrait ressembler au MIT, etc. C'est-à-dire, c'est des grandes universités privées qui, effectivement, ont à la fois une offre d'enseignement très large, en termes de discipline, qui ont aussi des liens forts par leur laboratoire scientifique principalement, puisque dans les autres, il n'y a pas vraiment de laboratoire. Donc, des liens forts avec un certain nombre de programmes de recherche qui sont financés par l'État fédéral ou par des entreprises,
et également une capacité de lever des fonds grâce évidemment à tout un réseau de ce qu'on appelle les alumni, donc les anciens élèves qui, comme par hasard, comme ils ont fait des bonnes études dans de bonnes universités, ont des bonnes places et donc sont à la tête souvent soit de grands cabinets d'avocats, soit de grandes entreprises et peuvent donc à la fois faciliter les contrats ou même faire des dons, faire des legs, faire des fondations qui vont permettre de construire des bibliothèques, des nouveaux laboratoires, des bourses, etc. Enfin, c'est une espèce de monde enchanté, de mécénat, d'échange de services, d'une société harmonieuse, etc. Bon, alors... C'est très bien, enfin je veux dire, tant mieux pour ceux qui sont dans ce genre d'endroit. Sauf qu'en France, on n'a pas exactement la même société. Vous savez que les entreprises n'ont pas envie de dépenser beaucoup d'argent pour du mécénat. Enfin, elles en font, mais du mécénat qui donne une image de marque. Elles préfèrent parfois soutenir une exposition de peinture ou développer, je sais pas, une course cycliste. Ou, enfin bon, elles n'ont pas forcément l'idée que c'est l'université qui va être le meilleur endroit pour investir son argent. Donc là, on a en France, il n'y a pas une culture du mécénat universitaire très très développée en France. Alors, si vous allez à l'entrée de la Sorbonne, je ne sais pas si vous êtes déjà entré dans la grande entrée sur la rue des Écoles, vous avez des grandes plaques en marbre avec des lettres dorées, avec tous les bienfaiteurs de l'Université de Paris. Mais vous voyez que c'est que des gens du 19e siècle. Enfin, en tout cas, ça s'arrête assez tôt dans la chronologie. Et c'est souvent des familles... de très grande bourgeoisie, mais enfin aujourd'hui il n'y a pas les équivalents. Enfin, je veux dire, maintenant quelqu'un qui est PDG de Total, il n'a pas les moyens de. Enfin, il peut créer des bourses, mais enfin il n'est pas un grand entrepreneur il fait pas ce qu'il veut. Enfin, je veux dire. Donc on a un peu une ambiguïté là-dessus, on n'a pas la société exactement, l'habitude du mécénat et des fondations n'est pas du tout aussi développé. Donc déjà, cet élément-là n'existe pas. Le deuxième élément, c'est cette espèce d'idée que les anciens élèves d'une université vont être reconnaissants à leur université. Moi, je ne sais pas si vous ressentez ça, vous, dans votre université. Moi, je n'ai jamais ressenti ça à Paris. Moi, j'ai jamais ressenti ça à Paris. Il n'y a pas de vraie structure de sociabilité. Il n'y a pas d'association d'anciens étudiants vraiment actives qui organisent des fêtes ou qui organisent des banquets. C'est toute une culture très particulière. Donc, qui est très louable. À mon avis, ça serait très bien que ça existe en France, mais enfin, ça ne va pas se décréter comme ça par un claquement de doigts. Ça existe dans les grandes écoles. Ouais, moi, je suis ancien élève de l'école normale. Je continue de cotiser à mon association d'anciens élèves parce que ça m'évoque des souvenirs agréables. Et puis, c'est l'occasion de continuer de connaître des gens que j'ai connus il y a longtemps, etc. Mais je veux dire, c'est des petites structures. On a des universités maintenant qui sont des grosses structures. C'est pas évident de créer un sentiment d'appartenance comme ça. Enfin, évidemment, il faudrait y arriver, mais c'est pas évident. Et puis il y a cette spécificité aussi du campus, c'est-à-dire où les gens vivent vraiment, c'est-à-dire habitent. Sont dans vraiment une communauté de vie. Je ne sais pas ce qui se passe à Saclay, mais j'imagine qu'il n'y a pas vraiment une résidence universitaire où les gens vivent beaucoup. Et il y a beaucoup d'étudiants qui viennent d'ailleurs et qui font que passer dans l'université. Donc tout ça, c'est des structures sociales qui sont pas vraiment existantes, quoi. Mais ça peut exister, mais il faut un travail spécifique, c'est sûr. Mais je ne sais pas si il y a des politiques menées dans ce sens chez vous. Ah, je peux réagir parce que je suis trésorier de la fondation de l'université depuis 2013, donc oui. Je confirme tout ce que vous dites sur la culture du mécénat et les alumni. C'est une vraie problématique. Mais à Saclay, on est dans un modèle très hybride. Et donc, en fait, on va se retrouver avec une culture du mécénat très forte à Centrale Supélec, qui est en capacité de lever en 5 ans 100 millions d'euros. Et nous, qui sommes en capacité de lever 1 million d'euros, il y a une vraie culture. Alors, c'est vrai que quand on va à la Centrale Supélec, le naming fait que les amphis, les gymnases vont prendre le nom d'anciens étudiants, d'entreprises, de Total, d'EDF. Voilà, c'est des choses qui savent faire.
Et chez nous, moi j'ai posé la question de savoir si on pouvait donner le nom d'espace aux entreprises. Ça peut poser problème, quoi, en termes même de culture interne. C'est une vraie problématique. Sur le plateau de Saclay, on a les deux en fait qui cohabitent en fait à tous les niveaux. On a des espaces de vie avec les étudiants, Centrale Supélec, l'école normale. Eux vivent et font communauté. Et le monde universitaire, effectivement, viennent et repartent, connaissent les problèmes de transport, sont en retard dans nos enseignements. Et tout ça se mélange, en fait. Donc oui, je confirme ce que vous dites. On le vit sur un tout petit territoire au quotidien, quoi. Alors, la deuxième question, oui, donc sur les problèmes de gouvernance. Oui, je l'avais mis dans mon texte, puis je l'ai sauté. Effectivement, c'est vrai que là aussi, j'ai la même expérience que vous, c'est-à-dire comme j'étais rattaché à un laboratoire qui était installé dans l'école normale supérieure, et il s'est trouvé que pendant quelques années, j'ai été membre du conseil d'administration et du conseil scientifique, et effectivement, j'ai constaté qu'on était dans des structures beaucoup plus pyramidales, où en fait, en gros, le directeur a le conseil à sa main, comme on dit, puisque en fait il y a des gens élus, mais en réalité il y a des gens nommés et ils votent comme un seul homme ou comme une seule femme, ça dépend des cas, ce que décide ou ce que propose le directeur, ce qui est évidemment pas exactement la culture que nous avons dans les conseils, avec des représentants de toutes les catégories qui forment l'université, et puis avec parfois des listes qui s'affrontent en fonction d'appartenance syndicale ou politique ou de philosophie différentes de l'université. Donc c'est vrai que là aussi il y a un décalage très net entre ces structures, et c'est vrai que si on prend la philosophie de la loi LRU que vous connaissez, c'était effectivement d'aligner progressivement le président sur un peu un modèle, sinon napoléonien, du moins se rapprochant des directeurs d'école qui peuvent beaucoup mieux gouverner grâce à un conseil qui est majoritairement acquis à ces idées, puisqu'il y a un système électoral qui facilite la construction d'une majorité présidentielle. Bon, ce qui n'a pas toujours fonctionné, en tout cas si j'en juge par ma propre université qui est en pleine crise de ce point de vue-là. Mais en tout cas, c'était la philosophie explicite de la loi LRU, et qui était très, très, très clairement calquée sur ce qu'on fait dans les écoles traditionnelles, où la direction est beaucoup plus homogène et unitaire. Et effectivement, ça allait à l'encontre de tout ce qui avait été les acquis, entre guillemets, de mai 68, puisque c'est là qu'on a inventé la participation, qu'on a permis à des catégories qui jusque-là n'étaient pas représentées dans les conseils d'avoir voix au chapitre, et du coup d'avoir une représentativité plus grande, mais aussi une conflictualité plus grande. Donc c'est vrai que si on veut avoir de l'efficacité et de la réactivité, il faut plutôt un modèle chinois qu'un modèle soviète style avant la révolution de 1917, hein. Donc c'est-à-dire des communautés de base. Donc c'est vrai qu'on va plutôt dans la tendance autoritaire, c'est clair. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait des crises en ce moment. Nous, en ce moment, à Paris 1, vous le savez peut-être, nous sommes sous administrateurs provisoires, parce qu'il y a eu des problèmes au niveau des élections et des tensions assez fortes entre plusieurs listes. Et donc, les élections ont été cassées. Donc, et du coup, on n'a plus de budget. Voilà. Donc, c'est quand même une situation difficile. Mais je pense que, j'avais fait un passage dans mon texte, parce que c'est des questions qui se sont posées très tôt aux États-Unis, puisque c'est le premier pays qui a connu une université de masse, et c'est le premier pays où vous avez des campus énormes avec des types d'établissements très différents, qui rappellent un peu ce que vous avez à Saclay, c'est-à-dire vous avez à la fois des undergraduates qui font des études premier cycle, des graduates, et puis vous avez toutes sortes d'écoles professionnelles qui sont rattachées à l'université, aussi bien des masseurs kinésithérapeutes que des gens qui vont apprendre la finance. Donc vous avez des communautés très différentes au niveau intellectuel, disciplinaire, professionnel.
personnel, et il faut quand même qu'il y ait une coordination des politiques au niveau de l'établissement, puisqu'il n'y a quand même qu'un seul budget. Et donc, un des premiers qui a réfléchi à ça, c'est le président de l'Université de Californie, qui a publié un livre en 1963, où il l'appelle, maintenant il faut parler d'une multiversité, plus d'une université. C'est-à-dire, en fait, un conseil d'administration représentatif des différentes composantes, et puis un président au sommet qui arbitre. Donc c'est un peu le modèle de la Ve République, quoi, si vous voulez. Mais je ne sais pas si on est prêt à passer à ce système, surtout en ce moment où le système de la Ve République a un peu de mal. Mais enfin, bon. Non, mais ça, la France, c'est un pays compliqué à gérer, ça c'est sûr. Oui, donc Pauline Abadi, je suis maître de conférence en droit. Je me demandais tout simplement votre avis si au vu des modèles d'université que vous nous avez présentés, est-ce que les universités ont encore pour mission de transmettre des savoirs académiques fondamentaux? Vous savez, aujourd'hui, on ne parle plus de transmission de connaissances, mais de former à des compétences. C'est ce qu'on nous demande de faire. Donc, quelle est la place de cette transmission du savoir? Étant historien, je ne vais pas vous dire que je suis pour la suppression des connaissances, puisque c'est la base de l'histoire. Mais c'est vrai qu'on est face à des forces qui voudraient transformer les universités en des espèces d'écoles uniquement finalisées par rapport aux débouchés et par rapport à des perspectives très claires dans une société, alors qu'elle-même, cette société, elle est en pleine transformation. Donc, il y a une espèce de contradiction, parce qu'on veut formaliser extraordinairement le savoir pour que les étudiants soient tout de suite adéquats par rapport à des positions dans une société X, mais entre-temps, la société elle-même aura changé. Donc, on est toujours en retard. On est toujours en retard par rapport... Et il y en a qui prétendent que, justement, c'est parce qu'on a un savoir plus large, plus adapté ou plus encyclopédique qu'on pourra peut-être s'adapter. Alors évidemment, on va nous dire oui, mais maintenant l'intelligence artificielle fera ce que vous n'êtes pas capable de faire. Mais enfin, je pense quand même qu'il faut qu'on reste ferme là-dessus. Enfin, je veux dire, si nous devenons des écoles, c'est pas la peine. Il n'y a qu'à fermer toutes les universités, refaire 93 et revenir à ce qui était l'idéal des révolutionnaires. C'est-à-dire, on a des écoles spécialisées, puis point barre. Et c'est ce qui était aussi le modèle soviétique. Il y avait des écoles qui étaient adaptées à la branche du plan qui les concernait et qui formaient le nombre de cadres et de personnes nécessaires pour que les objectifs du plan... Mais enfin, on n'est pas dans une économie de ce type. C'est impossible d'imaginer ce que va être l'économie dans 5-10 ans déjà. Donc, on forme des gens et ils vont être encore vivants dans 30 ou 40 ans. Enfin, du moins, on peut l'espérer. Et donc, si on les formate trop tôt, ils vont être obligés de se reconvertir tout le temps. Donc je pense qu'il faut maintenir l'idéal quand même d'une certaine ouverture, d'une certaine diversité de formation, d'une certaine capacité d'auto-critique des formations pour qu'elles évoluent en interne et pas sous l'injonction des demandes externes. Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Mais enfin, c'est vrai qu'on apparaît un peu ringard quand on tient ce genre de discours. Mais je pense que si on ne le tient pas, on ne sert à rien. Je veux dire, on n'a plus besoin d'université, on n'a plus qu'à créer que des écoles. Et ces écoles, là j'entendais encore ce matin, j'étais assez halluciné. Les journalistes se félicitaient parce que je ne sais plus quelle école à Gennevilliers a obtenu l'agrément du gouvernement pour être une école de journalisme reconnue. Que ça allait être merveilleux parce que, évidemment, on allait former de nouveaux journalistes. Sans se poser le problème, c'est est-ce qu'il y a encore des débouchés pour ces journalistes? Parce que quand on voit l'état de la presse en France et la dégradation du système médiatique, est-ce qu'il faut multiplier les écoles pour des gens qui ne trouveront pas de boulot ou qui auront que des emplois précaires dans le système médiatique? C'est quand même... je veux dire, un système comme ceux qu'on nous préconise n'a de sens que dans une économie planifiée soviétique. Mais sinon, on est dans une économie libérale non planifiée avec des évolutions très rapides. Je ne vois pas comment on peut avoir des formations immédiatement efficaces
en permanence, sachant que tout ça va bouger. Donc je pense que l'université a une flexibilité qu'il faut maintenir et qu'il ne faut pas condamner les gens à être déjà pré-recrutés à l'avance. Bon, évidemment, c'est rassurant pour les familles. Hein. C'est sûr, dans les écoles de commerce, on vous dit à la sortie, vous aurez un emploi. Bon, c'est pas vrai d'ailleurs, c'est pas toujours vrai. Et puis, on n'est pas obligé d'avoir besoin que d'écoles de commerce. Donc je pense qu'il faut qu'on maintienne l'idée que l'université, ça a une autre fonction et que même dans une économie telle qu'on nous l'annonce, elle a peut-être des réponses à apporter que n'ont pas ces formations préformées qui sont purement techniques et instrumentalisées. Mais bon, c'est vrai que c'est pas le discours à la mode. C'est pas le discours à la mode. Mais... Sinon, je veux dire, on ne croit plus à ce que nous faisons, parce que c'est quand même l'idée, c'est que nous formons aussi nous-mêmes, et en nous formant nous-mêmes, nous évoluons, et donc nous pouvons faire évoluer nos propres étudiants. Ce qu'on n'a pas dans une école où les gens ont simplement un cours standard à répéter indéfiniment en fonction d'une demande d'un poste précis et d'une discipline professionnelle très définie. Moi, je pense que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle va complètement bouleverser les structures professionnelles, et que si on a des gens qui sont formés par rapport à une société où cette intelligence artificielle n'existait pas, ils vont se casser la figure. Donc il faut que l'université serve un peu de lieu de réflexion là-dessus et d'anticipation là-dessus. Et c'est pas des écoles techniques qui peuvent le faire. Enfin, il me semble. Mais bon, ça, c'est des choix qui, évidemment, relèvent d'autre chose que de simplement la théorie. Hein. Merci beaucoup. C'était juste pour me permettre de rebondir sur ce que vous étiez en train d'expliquer sur cette fameuse transmission de connaissances ou au contraire de former à des compétences. Et vous m'avez fait penser à quelque chose, vraiment c'est très rapide, hein, c'était juste pour compléter. En Allemagne, en droit, nous n'avons que des cas pratiques par rapport à d'autres enseignements en France où nous avons à disserter ou à commenter des arrêts. Et c'est vrai que cette approche-là est peut-être assez problématique, justement, en tout cas de ce qu'on avait pu en ressortir avec d'autres étudiants quand nous étions en Allemagne, du fait d'avoir qu'à appliquer la loi et non plus réfléchir sur la loi. Et c'est vrai que c'est des choses qui pourraient être un peu préjudiciables sur les réflexions qui pourraient advenir à la suite. C'était juste pour préciser ça. Non, mais ça se pose dans tous les domaines. Hein. C'est pas qu'en droit. Moi, j'ai toujours été frappé du fait que, par exemple, on ne donne pas d'enseignement aux étudiants sur l'histoire de l'université, ce qui leur permettrait de savoir où ils sont et pourquoi ils y sont. Ça ne fait même pas partie des cursus. Ça pourrait faire partie du cursus de toutes les disciplines. Comprendre pourquoi c'est organisé comme ça, pourquoi on en est là, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien. Je veux dire, ça devrait aussi faire partie de ce qu'on apprend aux étudiants, pas seulement les disciplines officielles pour lesquelles mais de mieux se situer. Parce qu'il y en a, ils sont arrivés à l'université, pourquoi ? Parce que Parcoursup leur a dit, voilà, il y a une place là. Mais peut-être qu'ils ne savent pas du tout pourquoi ils sont là. C'est parce qu'il y a une machine qui a trouvé qu'il y avait une place pour vous, parce que votre profil ressemblait à ce qu'on avait besoin. Mais c'était pas forcément ce que les gens ressentaient eux-mêmes. Donc, je pense qu'on a toujours intérêt à introduire de la réflexivité dans toutes les matières. C'est une base. Ça me paraît la base minimale de toute université. C'est ce que nous essayons d'initier avec ce cycle, en tous les cas, dans cette université, en particulier dans cette faculté. J'aurais deux questions. Oui, mais si c'est pas obligatoire, les gens viennent pas. Alors, justement, il y a cette initiative, et puis aussi dans le cadre des formations doctorales, à nouveau à mon initiative, mais c'est ainsi. Il y a 2 formations offertes à nos doctorants, l'une qui s'intitule précisément l'idée d'université, et l'autre qui s'intitule tout simplement « Qu'est-ce que la liberté académique ?» de sorte à ce qu'au moins il y ait ces fondamentaux qui puissent être assurés. Ce sont des formations de 5 heures, c'est pas énorme, mais c'est déjà au moins une initiation avec une bibliographie qui leur permet de comprendre un petit peu ce qu'ils font et surtout ce qu'ils doivent faire ici.
Oui, nous, on avait aussi ça à la Sorbonne, le centre d'initiation à l'enseignement supérieur, où moi aussi, je faisais rituellement un cours sur l'histoire des universités françaises pour montrer les spécificités, etc. Mais à mon avis, ça devrait être même en première année. Je veux dire, c'est pas seulement les doctorants, parce que... Alors, je dois vous avouer que la présentation du cycle que j'ai pu faire à plusieurs reprises dans mes cours n'a pas passionné les foules des étudiants, non, malheureusement. C'est pas reçu comme étant... quelque chose de demandé, mais je veux dire, vous, on vous a obligé à apprendre à écrire et à lire. Au départ, vous n'aviez pas envie d'écrire et de lire, vous aviez envie de vous amuser. Donc, si on force pas un peu les gens à faire des choses auxquelles ils n'ont pas pensé, ils feront jamais rien de nouveau. Je pense qu'il faut être un peu, parfois, directif. J'avais une question qui porte sur la place des organismes de recherche dans tout ce système, parce que vous avez présenté la problématique de la manière dont, au fond, en France, on a envisagé les choses à travers les écoles, et évidemment en contrepoint avec la place des universités dans ce système. Quelle est, selon vous, cette place dans l'histoire, et puis peut-être surtout de manière contemporaine, puisque le modèle qu'on essaie de construire en France quand on regarde ces histoires de fusion est quand même une alliance donc entre les ONR, les écoles, les grandes écoles et l'université. Oui, alors ça fait aussi partie des complexités de notre système où effectivement on a créé à côté des universités aussi les écoles, mais aussi des organismes de recherche spécifiques, que ce soit le CNRS, que ce soit l'INRA, que ce soit le CEA, que ce soit les grandes institutions spécialisées sur certains secteurs comme sur la santé, etc., l'INSERM, etc. Et en fait, c'est des réponses à des lacunes. C'est parce que les universités n'avaient pas les moyens ni humains ni financiers pour mener à bien ce type de recherche, parce que c'est des recherches lourdes, que l'État s'est senti obligé de pallier à ces lacunes au lieu de les inscrire vraiment au centre des universités, ce qui est quand même plutôt le cas états-unien ou le cas britannique ou le cas allemand. Mais même en Allemagne, on a aussi eu cette externalisation, puisque au début du XXe siècle, il y a ce qu'on appelle la Kaiser Wilhelm Gesellschaft, qui s'appelle la société Max Planck, qui a été créée sur décision de l'empereur Guillaume II pour financer des laboratoires sur des secteurs nouveaux de la science qui n'étaient pas présents dans les universités traditionnelles, et surtout qui pouvaient avoir des débouchés économiques directs, notamment en chimie, dans différents domaines de l'industrie, et qui donc sont un petit peu une préconisation pour ce qu'on fait aujourd'hui maintenant, cette connexion directe entre recherche, formation et débouchés sectoriels, technologiques, industriels. Donc, vous voyez, c'est une vieille idée. Et c'est souvent lié au fait que les universités soit n'avaient pas les locaux, soit n'avaient pas le personnel, soit n'avaient pas l'argent pour le faire. Donc il fallait des initiatives externes. Et de la même façon, on a créé le CNRS parce que les budgets recherche des universités proprement dit étaient insuffisants pour financer les grands équipements que suppose la recherche dans le domaine atomique ou dans le domaine des grandes énergies, etc. Alors évidemment, ce type de structure n'est pas du tout organisé comme les universités, parce qu'on est plutôt dans des systèmes plutôt qui ressemblent à des entreprises, avec des structures très hiérarchiques. Et évidemment, du coup, quand on veut faire fonctionner ces structures dans des paysages universitaires classiques, là aussi, on a des cultures de gestion assez différentes.
Alors on a essayé de créer des ponts avec le CNRS, avec d'autres organismes. On a essayé de créer des programmes communs, etc. Enfin, tout ça, c'est une des complexités du monde actuel. Et tantôt on centralise, tantôt on décentralise. Enfin, il y a des allers-retours en permanence dans ces politiques. Ça prouve bien qu'il n'y a pas de solution idéale. Et puis surtout, moi, ce que j'ai toujours trouvé, puisque j'ai été longtemps chercheur au CNRS, c'est ce cloisonnement des carrières que je trouve absurde. J'en ai bénéficié, donc je ne m'en plains pas. Mais en fait, je voyais quand même des gens qui étaient chercheurs à plein temps à côté d'universitaires qui étaient chercheurs à mi-temps, qui avaient exactement les mêmes titres, qui avaient parfois les mêmes types de travaux. C'était totalement absurde. Je veux dire, c'était pas justifiable en quoi que ce soit. Donc je pensais qu'il aurait mieux valu créer une structure commune avec des allers-retours par période. Tant d'années, on est chercheur complet, tant d'années, on est enseignant-chercheur, et ainsi de suite. Comme ça créerait une émulation et puis surtout une meilleure convivialité entre des gens qui, les uns, se sentent déclassés ou maltraités, et puis d'autres qui se sentent trop privilégiés, qui ont, pas toujours, mais qui ont parfois mauvaise conscience. En tout cas, si, moi je suis le cas le plus absurde, puisque j'étais au CNRS et j'ai choisi d'aller à l'université. On m'a toujours traité de fou dangereux. Mais j'avais mauvaise conscience parce que je trouvais que j'étais trop privilégié par rapport à mes collègues qui, après tout, avaient aussi bien le droit que moi d'avoir du temps libre. Donc je pense qu'il faudrait un système mieux intégré de circulation entre les catégories. Évidemment, ça pose des problèmes administratifs, mais la France a le génie administratif et elle a d'excellents juristes, donc je pense que ça doit pouvoir s'arranger. Ça serait mieux et ça faciliterait les allers-retours et les coopérations, je pense. Je m'interroge toujours sur les ONR, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez singulier à la France, malgré l'exemple de l'Institut Max Planck. C'est, au fond, les universités à l'époque de leur création, parce que quand on reprend, on a un problème sur l'atome, on crée le CEA, on a un problème avec les colonies, on va créer aussi un autre organisme qui est devenu aujourd'hui l'IRD. On est dans une mécanique, à chaque fois il y a un problème, on crée un organisme de recherche sectoriel, et puis à la fin, effectivement, globalement, on a le CNRS pour un petit peu, pluridisciplinariser tout cela. Je m'interroge simplement sur... La question, c'est qu'on n'a pas d'autonomie des universités à cette époque. Ça veut dire que c'est l'État qui finance, mais on crée quand même ces instituts de recherche. Alors qu'on aurait pu finalement allouer ces fonds à des universités en se disant, au fond, les laboratoires vont se développer, à l'instar du développement qu'ont pu connaître le CEA, l'INRIA, etc., etc. Je m'interroge sur les raisons pour lesquelles, au fond, ce choix a été fait à ces époques-là. Si on prend l'histoire du CNRS, c'est très clair, c'est les universitaires eux-mêmes qui ne voulaient plus être dans l'université. Ils se trouvaient que c'était des structures archaïques parce qu'ils étaient dans la faculté et les facultés n'étaient pas aptes à gérer ce type de... Et eux, ils voulaient... le plus connu d'entre eux, c'est Jean Perrin, qui était professeur à la faculté des sciences de Paris, donc il ne pouvait pas faire plus universitaire. Mais c'est lui qui a eu l'idée de créer d'abord une caisse autonome pour ne pas dépendre du recteur et de la caisse de l'université. Donc c'était déjà une façon de se mettre à l'abri. Et d'autre part, ce qu'il voulait, c'est pouvoir choisir les personnels, c'est-à-dire ne pas être pris dans ces logiques électorales d'élections universitaires. Il avait une vision un peu de chef d'entreprise, si vous voulez. Donc il voulait pouvoir nommer des gens sur des postes temporaires. D'ailleurs, on les appelait des stagiaires, des chargés de recherche, mais ils n'étaient pas fonctionnaires. Donc s'ils faisaient l'affaire, on les gardait, mais s'ils n'étaient pas productifs ou s'ils n'aboutissaient pas à ce qu'ils avaient, on pouvait les licencier. Donc c'était une vision très libérale, finalement, paradoxalement. Et pourtant de quelqu'un qui avait été le produit de l'école normale supérieure, de l'agrégation, du doctorat, de l'université. Mais il a voulu finalement, je pense qu'il était un peu influencé par les États-Unis de ce point de vue-là, créer une structure qui échappait à ces lourdeurs administratives classiques
de l'université et avoir une espèce d'espace où ils pouvaient recruter des gens, acheter des appareils, se faire financer par des entreprises. Enfin, il était très, très proche des modèles de type anglo-saxon. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'ensuite, le CNRS est devenu de plus en plus étatique. Parce qu'il a grossi et il a fallu créer des structures administratives beaucoup plus lourdes. Les chercheurs se sont battus pour ne plus être précaires et pour obtenir la titularisation. Et je suis de la génération qui a profité de ça avec l'arrivée de la gauche au pouvoir après 81. Et du coup, à partir du moment où on a fonctionnalisé les chercheurs, on a perdu toute cette flexibilité qui était la philosophie initiale du CNRS. Et du coup, c'est vrai que la séparation avec les fonctionnaires de l'université n'a plus aucun sens. Voilà l'histoire. Du CNRS, mais on peut se poser la question. Non, mais je pense que c'était vrai pour le CEA aussi. Le CEA aussi fonctionnait un petit peu comme une entreprise qui recrute des gens, qui les licencie. Parce qu'on a été sur des domaines nouveaux, on ne savait absolument pas que si ça allait durer éternellement. Enfin, je veux dire, les machines dans science, ça ne dure pas éternellement. Elles sont vite obsolètes. Donc, je me souviens au CNRS, on avait comme ça dans le laboratoire à côté d'où j'étais, quelqu'un qui avait travaillé dans le cyclotron justement de Saclay. Et puis ce cyclotron était obsolète, donc il n'avait plus de boulot. Alors on l'a nommé dans un laboratoire de sciences humaines où il éditait des textes et ça n'avait plus rien à voir avec ce qu'il faisait. Mais il fallait le garder parce qu'il était titulaire. Enfin bon, c'était un peu triste comme évolution parce qu'il devait être plus gai dans son cyclotron à faire des éditions de textes. Alors, je résiste pas à une dernière question, si je peux me permettre, parce que je vois la bibliographie que vous nous avez projetée, et notamment un article qui pose une interrogation assez fondamentale que j'aperçois et que je n'ai pas lu, contrairement à un certain nombre de vos ouvrages que vous avez envisagés et qui sont maintenant anciens, mais ce qui est ancien n'est pas suranné, heureusement pour nous, universitaires, et qui aimons la poussière et les grimoires des bibliothèques. Non, c'est pas ça, c'est qu'on s'aperçoit que tout le monde a fait déjà des tas de propositions qui ont été oubliées et on les ressort régulièrement. Donc c'est l'histoire des réformes universitaires, c'est de l'éternel retour en fait. Et alors justement, pourquoi l'impuissance des réformes universitaires en France? C'est la question que pose un article de 2023 que vous avez donc... En fait, moi j'ai deux explications. La première, une politique, c'est-à-dire le ministère qui s'occupe des universités a toujours une position assez basse dans la hiérarchie des gouvernements, donc il a du mal à se faire entendre. Et même quand il a une position relativement forte, je pense à l'époque, vous avez peut-être connu, ou dont vous vous souvenez de peut-être, quand Lionel Jospin avait à côté de lui Claude Allègre, et où on avait quelqu'un qui avait quand même même si on n'était pas d'accord avec lui, il avait quand même une réflexion et une proposition et une pensée sur l'université avec une certaine action forte, mais en même temps, ce qui a péché, c'est que il a voulu un peu trop brutaliser les gens. C'est-à-dire que ça a suscité des réactions dans les catégories concernées qui ont fait qu'il a dû quitter son poste, ce qui prouvait que créer un consensus dans un monde aussi compliqué que l'université, c'est une opération très, 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 très difficile. Donc, il y a d'abord la fragilité politique des gens en charge, et d'autre part, l'éclatement même de nos communautés qui sont extrêmement divisées en termes de catégories. Ça, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, en termes de discipline, en termes de conception même de leur métier. On a discuté tout à l'heure là, des deux types d'idéotypes de ce que doit être une université. Est-ce que c'est quelque chose pour former? Est-ce que c'est quelque chose pour réfléchir? Vous trouverez certainement dans vos collègues des gens qui sont partagés entre ces options. Et puis, évidemment, aussi, il y a des intérêts territoriaux. En région parisienne, on y est particulièrement sensible parce qu'on est dans un système universitaire tellement complexe qu'il y a des compétitions, il y a des rivalités, il y a un problème immobilier, il y a des lourdeurs de transport, etc. Mais même à l'échelle de la France, vous savez très bien que les régions françaises sont à armes très inégales pour soutenir leurs universités. Donc on a toutes ces questions-là qui font que pour qu'une réforme aboutisse, il y a vraiment énormément de choses à mobiliser.
Et les gouvernements, notamment dans la dernière période, comme vous le savez, n'ont pas eu une durée de vie suffisante pour impulser une dynamique gérable et durable. Enfin, moi, c'est ce qui me désole en ce moment. C'est d'une part, bon, la crise politique actuelle fait que les décisions, on ne les prend pas parce qu'on n'a pas les moyens de les prendre. Et puis, une situation budgétaire qui fait que nos questions ne sont absolument pas prioritaires par rapport à d'autres. Donc, nous ne sommes pas vraiment dans une phase de réforme, ni d'élan pour la réforme, faute à la fois d'un consensus politique et des moyens pour aboutir à ce consensus. Donc, bon, je ne voudrais pas vous déprimer complètement, mais enfin, vous le savez mieux que moi, on est quand même dans une mauvaise situation générale, et particulièrement l'université. Mais ça se reproduit régulièrement quand on fait l'histoire des différentes réformes. Autant il y a eu un élan dans les années 50-60 parce qu'il y avait une sorte d'idée qu'il fallait que la France s'en sorte, enfin, ça remonte la pente après les échecs de 39-40. Là, on n'a pas du tout cette dynamique, en tout cas dans l'esprit public. On est plutôt dans un discours décliniste, un discours de doute sur le savoir, un discours de remise en cause de la science, et pas seulement aux États-Unis. Enfin, je veux dire, donc il faudrait vraiment qu'on se mobilise. Enfin, il me semble que j'ai essayé de le faire avec cette association qui s'est arrêtée parce que faute de combattants, mais je pense qu'il y a encore des mouvements qu'il faut mobiliser pour se faire entendre, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens en France pour se faire entendre. Il suffit de 3 paysans pour bloquer l'autoroute du Sud, mais il faut plus que ça pour développer une politique universitaire. S'il n'y a pas d'autres questions, et au regard aussi de l'heure qui passe, beaucoup trop vite en réalité, au regard de toutes les c'est des questions énormes, oui, qu'on aborde. Vous avez d'autres occasions d'en reparler, je pense. Mais on sera ravis de vous accueillir, y compris dans le public, si le goût vous en dit. Ce sera avec grand plaisir. Il me reste peut-être, sauf si tu veux dire un mot final, mais à vous remercier, Christophe Charles, chers collègues, d'être venu jusqu'à nous, à Sceaux, donc dans cette bonne faculté de droit, d'économie et de management de l'université Paris-Saclay. De vous remercier pour votre savoir, votre érudition que vous avez transmis aujourd'hui, et c'est avec plaisir donc que nous vous reverrons si le cœur vous en dit. Et je vous dis donc au 9 avril pour notre prochaine conférence, qui sera en réalité la continuation de nos réflexions du jour. Je vous dis donc à bientôt et merci de votre merci à vous aussi de votre accueil et de votre écoute.